Alors, Dominique Martre, comment vous présentez, si ce n'est que déjà vous décidez d'aller en Algérie dans les années 70, vous êtes très jeune, et avec votre époux, votre moitié, vous prenez bagage et vous allez vous installer dans une région finalement où vous n'y avez jamais mis les pieds. Vous revenez avec des souvenirs plein la tête, et quelques années plus tard, donc pratiquement 40 ans il me semble, vous sortez ces témoignages, des témoignages de vie bouleversants. Des gens que vous allez recroiser par la suite, des gens que vous avez perdu de vue, d'autres que vous avez retrouvés. Vous avez voyagé entre Paris, le Royaume-Uni, finalement la France, le Royaume-Uni, l'Algérie et l'Espagne. Voilà, donc finalement un peu des gens d'un peu partout et toute une vie. Et vous le racontez avec vos propres mots, avec cette douceur et cette bienveillance envers tous ceux que vous avez rencontrés. Et du coup, je vais vous rendre le micro et je vais vous laisser en parler encore mieux que moi. Je vous remercie de m'accueillir aussi parce que notamment sur le salon du livre franco-berbère, c'est vraiment, voilà, ça me parle parce que moi je suis française et effectivement j'ai atterri, j'avais 22 ans, donc dans ce qu'on appelait un village à l'époque, et une DRA maintenant, mais dans un village kabyle au pied du Djordjoura, magnifique. Alors moi je venais de Bretagne. D'ailleurs, mon nom de famille, c'est Larzul. Alors, Azul, il y avait quelque chose là de prémonitoire. Bon, moi, maintenant, la Bretagne et l'Algérie, c'est mon deuxième pays. Et donc, voilà, oui, mon mari a fait sa coopération. En fait, il était médecin, jeune médecin, donc il a décidé de partir en Afrique. Et c'est bizarre, d'ailleurs, parce qu'il était de famille pied noir. Toute sa famille, c'était des Maltais, en fait, qui avaient immigré. Et qui était venu au pied de Bab el Oued, au pied de la Casbah à Bab el Oued, enfin voilà, qui était d'Horreur-sur-Cade, enfin voilà. Et donc pour qui l'Algérie ça a été leur pays et qui ont vécu douloureusement évidemment le fait de partir en 62. Et moi par contre en Bretagne j'avais vraiment peu entendu parler de la guerre d'Algérie, de tout ça, donc j'ai débarqué comme ça dans ce village. Et la chance que j'ai eue, c'est rare qu'on dise ça, c'est d'être une femme. J'ai eu cette chance là-bas d'être une femme parce que, comme j'étais femme, j'avais le droit d'aller dans les maisons des femmes. Et j'ai vécu des choses extraordinaires avec ces 16. Je pouvais circuler aussi dans les espaces des hommes, dans les espaces publics. Parce qu'effectivement, j'avais 22 ans, mais j'avais déjà enseigné en France. Et donc moi, dès que je suis arrivée, je me suis beaucoup énervée, je voulais absolument un poste, je voulais pas être une femme de médecin, je voulais tout ça. Donc j'ai réussi, j'avais un poste à Alger, un poste à Bouira et un poste à Mchedala qui m'attendait. Personne ne m'avait répondu, mais tout le monde m'attendait. J'ai choisi Mchedala parce que, évidemment, c'était là où on habitait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer les gens là où on habitait. Voilà. Et ça a été une expérience totalement bouleversante. Ma vie, je vais me mettre à pleurer comme ma fille tout à l'heure, ma vie a changé parce que venant de Bretagne, débarquer au pied du Djordjoura avec ses oliviers, déjà c'était quelque chose sur le plan chromatique et visuel extraordinaire, mais l'accueil des gens. C'est-à-dire que moi j'avais comme cette conscience, j'avais lu un peu que la guerre d'Algérie avait ses... Voilà, tout le monde se souvient des opérations jumelles, etc. C'était au-dessus. Bijar, c'était au-dessus. Les arbres napalmés, c'était au-dessus aussi. Et donc, du coup, être accueilli comme je l'ai été par les gens à Mchedala, ça m'a bouleversé complètement. Voilà. Alors après, comme j'étais enseignante, la première qui m'a invitée, je le raconte dans cette histoire, c'est une de mes élèves, on la voit danser d'ailleurs, je l'appelle Hassina, et elle avait 16 ans, elle en a 62, et je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, on est en lien, elle habite maintenant en Espagne où elle a émigré. Donc elle m'a invitée chez elle, et puis ça a été la première, et puis les autres filles l'ont fait, et puis d'autres femmes. Et puis, comme mon mari était dans la santé, aussi j'ai connu les infirmières, des gens de l'hôpital, le secteur de santé, des hommes, des infirmiers, des médecins. Et puis, comme j'étais enseignante au collège, j'ai eu des collègues hommes, parce que par contre, j'étais la seule femme. Ça avait d'ailleurs été un événement assez important que de me voir arriver. Le directeur de l'établissement avait dit « Non, mais vous n'allez pas y arriver ». Enfin, c'est vrai qu'à 22 ans, je faisais très gamine. Et puis il m'avait dit, de toute façon, je vous préviens, il ne faut battre les élèves, sinon vous n'y arriverez pas. Donc je dis, mais moi je ne bats jamais les élèves, c'est pas possible. Donc au début, c'était un peu compliqué quand même, parce que quand j'arrivais en voiture, il y avait parce que c'était Maillot Plaine, hein, Mchedala, c'était ex-Maillot, village de colonisation. Et donc quand j'arrivais à Maillot Plaine en voiture, c'était des hordes de gamins qui hurlaient, des garçons essentiellement, parce qu'il y avait peu de filles au collège à l'époque.
Et voilà, on m'escortait comme ça, des sortes de dessins hurlants qui m'escortaient partout. Moi, je disais bonjour à mes collègues, j'avais l'habitude, et c'était très inconvenant, quoi, en fait. Je prenais pas l'escalier réservé aux filles, j'allais... voilà. Donc ça a été un peu compliqué au début. Le directeur pensait que j'allais arrêter très vite, mais j'ai pas arrêté. Et puis finalement, j'étais tout à fait accueillie. Et donc, du coup, j'ai eu des amis aussi enseignants qui m'ont aidé, des hommes de mon âge. Et puis donc, l'accès aux filles aussi. Voilà, ça c'est la première partie de l'histoire. Et du coup, je pense que vous êtes reparti en Algérie par la suite. Alors voilà, quand je suis revenue, d'abord j'ai voulu écrire, j'ai pas eu le temps parce que je travaillais, et j'ai fait du journalisme, du théâtre, tout ça aussi, et puis j'ai été formatrice, et à un moment donné, en fait, j'ai rencontré l'ethnologie. D'un seul coup, j'ai tilté parce que, en fait, ce que je faisais à Mchedala, c'était que tous les soirs, j'écrivais, j'ai plus de 1000 pages en fait d'écriture, j'écrivais tout ce que je vivais au collège, j'allais dans les dispensaires avec mon mari ou un autre coopérant, donc je voyais les gens à Takerbous, à Chorfa, à Saarich, partout, voilà, et j'écrivais, et puis j'étais invitée à des mariages, à des enterrements, et puis les femmes me racontaient des drames, il y avait des choses magnifiques et bouleversantes, et des choses dures. À 22 ans, je trouvais dur ce que vivaient les femmes, je les trouvais courageuses, belles et tout ça, donc j'écrivais. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce journal avait vraiment une qualité anthropologique, on va dire, ethnologique. Donc, je travaillais, parallèlement, j'ai refait un cursus, donc, voilà, en ethnologie, à Paris 8 d'abord, à l'école des hautes études ensuite, en sciences sociales, et puis, où j'ai eu un DEA, et puis, j'ai commencé une thèse. Voilà. J'ai commencé une thèse parce que j'avais toujours en tête ce fait d'écrire sur les femmes kabyles notamment. À l'époque, c'était surtout les femmes, quoi. Et c'est Claudine Vassas, anthropologue, qui m'a accompagnée pendant 10 ans dans mon travail de thèse. Et là, comme c'était la décennie noire, c'était pas recommandé d'aller en Algérie à ce moment-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renoué avec les familles du village, mais par le biais des hommes et non plus des femmes. C'est-à-dire, il y a des bistrots kabyles, vous les connaissez tous, évidemment, à Paris. Donc, ceux qu'on appelait les bistrots maillotins étaient fréquentés particulièrement par les habitants de Mayotte, donc il y en avait 5. Et là, j'ai retrouvé des anciens élèves, des anciens collègues, des gens, enfin, j'ai renoué le lien avec les familles que j'avais connues à Mchedala. C'était assez bouleversant, c'était à la fois les réseaux sociaux, enfin, moins, mais ça commençait... l'informatique, mais surtout ces bistrots. Et je me rendais compte, c'était les endroits en fait de lien entre ce qui se passait au village et ce qui se passait en France. C'était extraordinaire en fait. Donc c'est toute la population émigrée. Et là, ces hommes, c'est vrai, ils étaient aussi bouleversants, tous différents. Il y avait tout à l'heure, j'entendais parler des harkis. Et oui, il y avait des harkis qui étaient là, qui n'avaient pas de papier. Il y avait des gens qui avaient rêvé parce qu'ils étaient fils de caïds ou parce qu'ils avaient vraiment eu des familles qui avaient été qui avaient été proches en fait des Français. D'autres c'était l'inverse, etc. Mais tout le monde ramait un peu pour avoir du travail. C'était pas évident du tout. Certains y arrivaient mieux que d'autres, ils étaient très courageux, et puis certains ne revenaient pas en Algérie parce qu'ils se disaient je suis ici, j'envoie de l'argent à ma famille, c'est pas possible que je revienne si je réussis pas à avoir mes papiers, etc. Enfin voilà, donc j'ai vécu aussi tout ça, voilà. Et j'ai également été dans les archives. Alors ça c'est une autre histoire, c'est que petit à petit, ça se sait, ça se dit que je m'appelais Madame Mikalev à l'époque. Madame Mikalev, elle est à Paris, elle cherche des contacts, etc. Donc j'ai un monsieur, tous les noms des gens dont je parle, les récits dont je parle, je les ai changés par respect pour les personnes, bien sûr, sauf Bachir. Bachir, c'est lui qui est venu vers moi en disant voilà, moi... j'avais eu son frère à l'école, moi j'ai entendu parler de votre travail, et moi en fait je veux écrire absolument l'histoire de mon père. Et c'était une très belle histoire. Son père pendant la colonisation avait travaillé à Mchedala, mais il avait été accusé à tort d'un crime. Voilà, on l'avait accusé d'avoir tué en fait le comptable avec lequel il compagnonnait à la centrale électrique d'Île-Litaine, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est son cousin qui a été l'auteur du crime.
mais il ne l'a pas dénoncé par sens de l'honneur, c'était juste impossible. Donc ils sont partis 3 à Cayenne, donc lui, l'assassin présumé, un cousin qui était malade, voilà. Il est le seul à être revenu 20 ans après de Cayenne. Il a réussi à survivre parce que justement il écrivait, parce que donc on lui donnait du boulot, il a réussi, il a failli mourir, il a failli être jeté au requin, mais il a survécu. Et il est revenu à Mchedala en héros. Et il est reparti après parce que par contre il s'est retrouvé coincé en étau, il travaillait à la mairie et donc du côté du FLN on disait voilà, hein, tu nous trahis, mais du côté des Français on lui disait aussi voilà. Et donc à un moment donné il a été arrêté, il a failli être tué avec plusieurs de ses camarades et juste avant d'être tué, il a eu le réflexe de dire vous nous faites un honneur de nous tuer ici plutôt que de nous ramener chez nous et nous tuer devant nos enfants et nos femmes. Et là, on ne l'a pas tué. Et donc, il s'est enfui, et donc il a vécu tout le reste de la guerre de libération en France. Il est revenu après, et moi je l'ai côtoyé sans le savoir dans les années 70, parce que c'était devenu un sage. C'était devenu, voilà, ces hommes qui étaient médiateurs quelque part, qu'on interpellait parce qu'il avait une aura, etc. Il est toujours resté à Mchedala, il a voulu... travailler à la mairie, il n'a jamais voulu partir ailleurs parce que pour lui, il fallait rester là, sous les yeux, vous devez connaître ça aussi, de ses amis et de ses ennemis. Et donc, Bachir, lui, était un des enfants, il a fait des études, et son père, vraiment, il a été le seul à avoir le bac, son père, vraiment, croyait en lui et voulait qu'il ait un métier important en Algérie. Il est allé faire des études après Bougie, il est allé en Angleterre, il est revenu diplômé. Le problème, c'est que il a travaillé à la Sonatrach et il n'a pas voulu faire. D'une part, il a démissionné parce que il avait un boulot qui ne correspondait pas à sa fonction d'ingénieur, et d'autre part, il n'a pas fait son service militaire, ce qui fait que pendant des années après, il n'a pas pu revenir à Mchedala. Et m'a montré, parce que je l'ai vu, je l'ai rencontré, les lettres bouleversantes de son père qui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Ça sert à quoi que tu sois diplômé si tu viens pas dans le pays où tu es auprès de tes amis et de tes ennemis ?» C'était comme ça qu'il disait. Et Bachir a pu le revoir juste à la fin de sa vie, très peu avant qu'il ne meure en 89. Et en fait, il m'a montré une cassette qui était bouleversante parce qu'on voyait cet homme qui avait vécu tout ce qu'il avait vécu, avec aussi des conflits entre familles traditionnelles, voilà, qu'on connaît bien, et qui voulait réconcilier toute sa famille, et qui voulait transmettre l'histoire et les valeurs de sa famille. Et on le voyait, et moi j'ai vécu un truc bouleversant qui était Bachir, qui me montrait la cassette où son père parlait, il parlait en kabyle bien sûr, et Bachir était ému, alors me traduisait un coup en anglais, un coup en français, et on voyait ce père à un moment donné qui racontait son histoire, qu'il n'avait jamais raconté au bagne, et puis qui à un moment donné se levait et faisait une déclaration en français en roulant les airs comme ça. Il était tout à fait bouleversant pour montrer l'injustice dont il avait été victime, évidemment, par les Français. Et puis raconter toute l'histoire de sa famille, etc. Voilà. Donc Bachir m'a demandé de l'aider à raconter cette histoire. Donc c'est le dernier chapitre de mon livre, qui est celui, cette histoire singulière de Bachir et de sa famille. J'ai envie de vous dire que vous avez écrit un diamant. C'est rare en fait d'avoir la parole des femmes, le vécu des femmes de Kabylie, enfin un témoignage. C'est très rare parce que généralement quand c'est une tradition assez orale, c'est généralement leur fils, bizarrement, paradoxalement, c'est plutôt le fils qui va raconter tout ça. Et vous en fait vous nous racontez ça à travers vos yeux parce que vous l'avez vécu avec elle. Et ça fait de votre livre un sacré diamant, une rareté dans la culture berbère et nous sommes honorés de vous compter parmi nous. Voilà, merci. N'hésitez pas à aller auprès d'elle, à lui poser toutes les questions que vous avez besoin, à acheter le livre parce qu'il est très intéressant. Au-delà de l'histoire de Bachir, il y en a d'autres également. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez des questions, bien sûr, ce sera un plaisir d'aider à répondre. Et encore une fois, juste devant, sur son stand, donc n'hésitez pas à vous approcher. Je crois qu'elle relève des vies. Oui, des femmes. Exactement. C'est surtout des récits de femmes, tout à fait. Ouais, c'est tout à fait des récits durs, assez bouleversants. Bachir, c'est la fin. Mais c'est vrai que l'essentiel, donc il y a toute une première partie qui est d'abord l'histoire
enfin toute l'histoire qu'a traversé ce village, puisque c'est un village de colonisation, et dans les archives, j'ai trouvé, outre l'histoire de Bachir, j'ai retrouvé tout plein d'archives sur la création de ce centre de colonisation. Cette ville a été créée pour les colons sur la base des terres qu'on a séquestrées au Kabyle. On leur a pris les terres, et donc voilà, et il y a toute cette histoire qui est assez intéressante aussi, parce qu'en même temps, les colons venaient pour faire du vin, de la vigne, et ça a complètement raté. Donc ils ont enlevé tous les oliviers pour planter de la vigne, et la vigne n'a pas marché. Donc ils ont redéplanté la vigne pour replanter des oliviers après. Et voilà, il y a toute cette histoire de comment on a créé l'école, comment on a créé l'église, etc. C'est assez passionnant parce que c'était une région très à part. Mais ça a beaucoup marqué le fait que ce soit un village de colonisation, ça a marqué complètement cet endroit. Et puis après, il y a bien sûr tout ce qui a traversé toute l'Algérie. Alors la Kabylie, c'est tous les mouvements berbères de 81, de 2001. C'est là que j'ai retrouvé, j'étais dans une grande manifestation à Paris avec des berbères, avec beaucoup de gens de Mchedala. Il y avait Idir qui était là aussi dans le cortège. C'était très bouleversant aussi. Il y avait toutes ces femmes kabyles, les unes avec les foutas, etc., qui dansaient. Voilà, et puis il y a aussi bien sûr tout le terrorisme, et puis il y a quand même toute la guerre de libération qui m'a été racontée. Donc à la fois c'est des archives, mais à la fois c'est des propos de mes interlocuteurs qui racontaient des histoires. C'est pas quelque chose qui relate quelque chose c'est la vérité, mais c'est des regards croisés à la fois de Kabyle, à la fois de Pieds Noirs, parce que j'en ai vu aussi, puis à la fois mon regard de jeune française. Et puis tissé avec effectivement des documents d'archives. Après, j'ai des récits de femmes. Il y a l'histoire de Hassina, sa famille, depuis les années 70 jusqu'en 2020, puisque voilà, avec toute la dureté de sa vie. Après, il y a la grande maison Suissi, c'est aussi la vie des femmes d'une grande famille. Donc il y a les femmes traditionnelles, il y a les étrangères, il y a des drames, il y a des jalousies, il y a tout ça, il y a des choses très dures. Et puis après, il y a aussi toute une partie consacrée plutôt aux infirmières, aux personnels soignants, une autre au collège, avec une histoire un peu raide d'une fille qui avait été accusée d'être violée. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une rumeur en fait qu'il l'avait quasi assassinée, sauf qu'elle a été sauvée quand même par un frère et un fiancé, etc. Voilà. Et donc effectivement, c'est essentiellement ces histoires de femmes. Après, c'est Bachir. Et puis j'ai la chance que Tassadit Yassine ait écrit ma préface, et Leila Sebar avec Claudine Vassas, l'anthropologue qui m'a suivi, parce que j'ai pas fait ma thèse en fait. Au lieu de faire ma thèse, j'ai fait ce livre, et c'est vrai que je préfère avoir fait ce livre que de faire une thèse au bout du compte. Et donc Leila Sebar qui a participé aussi à un entretien avec Tassadit, avec Claudine Vassas et moi, donc qui clôt le livre. Et elle est aussi algérienne de père et française de mère, hein, donc elle a connu ça, et notamment pendant la guerre de libération. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me voir, mais en tout cas merci à vous, parce que mon livre vient juste de sortir, c'est mon premier salon. Je suis très émue. Ah oui, je vais vous dire une chose aussi très émouvante, c'est que c'est les éditions Sans Nom qui m'ont publié, donc là, le début novembre, il vient de paraître. Et là, j'ai eu juste aujourd'hui un message de Ariski Aitlarbi, qui est le fondateur des éditions Coucou en Algérie. Et le livre est la maquette, voilà, qui a été faite. Ça, c'est la couverture, c'est mon mari. Les dessins, c'est aussi mon mari. La maquette, c'est un ami, Georges Rivière aussi. Et en fait, les éditions Sans Nom ont bien voulu que le bouquin paraisse comme ça, avec cette maquette, dans cette mise en page. Et on a envoyé à Ariski Aitlarbi exactement la même maquette, donc elle va être publiée aux éditions Coucou en Algérie, là. Voilà, donc ça aussi, c'est pour moi, voilà, c'est la France et c'est l'Algérie ensemble, cette coédition, pour moi, symboliquement, c'est très fort aussi. Bravo à vous. Merci.